Moi, je ne pense pas que l'écrivain ait un rôle, une fonction ou une mission particulière. Je ne pense pas non plus que l'artiste ait une fonction, une mission ou un rôle particulier. Je pense que nous sommes à une période qui est assez inédite dans le développement de l'humanité. L'artiste aujourd'hui est seul. Il ne représente pas une communauté, il ne témoigne pas d'une communauté, il ne cherche pas non plus à construire une communauté. Il représente une expérience individuelle confrontée à la totalité monde. Parce que l'objet de l'esthétique contemporaine, l'objet de l'art, l'objet de la connaissance esthétique ou artistique, c'est la totalité monde. C'est l'individu projeté dans la totalité monde, ce qui est complètement une nouveauté, parce que nous venons de communautés. Tous les fondements culturels ou civilisationnels sont des fondements communautaires. Et l'équation individuelle dans les communautés archaïques, donc les communautés premières, était à très faible intensité. Ce qui caractérise la modernité, c'est que l'équation individuelle est à une intensité un peu plus forte. C'est-à-dire que chaque individu est amené aujourd'hui, par les stimulations qu'il reçoit de la totalité monde, est amené à construire son architecture de principes et de valeurs. Chaque individu est en relation, non pas avec les valeurs de sa communauté, mais avec des valeurs qui viennent de manière un peu chaotique de la totalité monde. On le voit bien avec les musiciens. Les musiciens sont les grands poètes de la totalité monde. Miles Davis, il était attentif au moins de bruit, au moins de son, aux musiques techniques, enfin toutes les sonorités du monde lui permettaient de construire sa musique. Et il n'y a pas un seul artiste aujourd'hui, un seul grand artiste aujourd'hui, qui n'opère pas une sorte de récapitulation de toutes les stimulations qu'il reçoit. L'autre problème, c'est que nous ne pouvons pas transmettre de vérité ou de message ou de je ne sais quelle perspective, quel système de pensée ou quelle pensée de système. Nous ne pouvons que transmettre des expériences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation de l'artiste est de nous dire ou de témoigner ou de transmettre une expérience singulière sur la scène de la totalité monde. Et c'est ça qui est important. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mission, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de message particulier. La seule exigence, me semble-t-il, qui s'impose à l'écrivain ou à tout artiste, c'est d'essayer d'opérer des surgissements de la beauté. Le surgissement de la beauté est intéressant parce que chaque fois qu'on a le sentiment de la beauté, on a une déconstruction de la vision que l'on a du monde, de la vision que l'on a du réel. Et chaque fois qu'une beauté surgit, chaque fois qu'il y a un courant littéraire ou qu'un courant artistique ou un courant d'art plastique, la vision que nous avons du monde, des formes, des couleurs, des éléments de notre perception du réel sont complètement modifiés et renouvelés. Le surgissement de la beauté renouvelle la vision du monde et nous permet finalement de vivre autrement et de vivre peut-être de manière plus juste compte tenu de l'évolution des choses. Donc il n'y a pas de rôle particulier sinon de fréquenter au mieux et de manière très singulière la beauté. Tout ce qui a du succès dans les technologies nouvelles, c'est ce qui favorise l'autonomisation. On voit bien que le téléphone portable, enfin bon, tout ce qui permet à l'individu d'être plus mobile, d'être plus dans son développement individuel, dans son individuation, a un succès incroyable. Et c'est ça qui est le moteur. Et c'est vrai que l'individuation a ceci de fabuleux que ça libère à la fois les potentialités de l'individu, mais c'est aussi une source d'angoisse terrible. C'est-à-dire qu'on perd le lien communautaire. Parce qu'avant, lorsqu'on naissait dans une communauté archaïque, chez les Sioux, les je ne sais pas quoi, on avait un modèle identitaire qui nous était transmis. On avait un comportement, une sexualité, un mode familial, un mode relationnel qui nous était transmis, contre lequel les individus luttaient un peu. On avait toujours des marginaux, ou des artistes, ou des fous, enfin bon, qui renouvelaient un petit peu le dictat communautaire. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'existe, ce qui fait que l'individu a une extension de ses possibilités. L'extension des possibilités de l'individu, ça fait quoi? Ça fait que finalement, le jeu qui était très, très cadré dans les systèmes culturels archaïques, le jeu est confronté à une multiplicité de moi. Nous sommes potentiellement multiples. Et cette multiplicité qui était comprimée par les dictats communautaires
tous les systèmes symboliques, les systèmes sacrés, tout ça, ça s'est réduit. Aujourd'hui, nous sommes potentiellement multiples. En plus, nous devons construire nous-mêmes notre sexualité, notre structure familiale, nos rapports au monde, nos rapports à tout, finalement. Nous devons le faire de manière tout à fait solitaire. Donc, c'est très, très angoissant, parce qu'on n'a pas de modèle. Lorsque une jeune femme a un enfant, elle n'a pas tout le système, je dirais, de sa grand-mère ou de sa mère ou de sa tante qui lui dit voilà comment on élève un enfant. Les gens sont obligés d'aller chercher dans des bouquins de psychologie pour savoir comment faire, etc., etc. Du coup, il y a une très très grande solitude. Il y a une très très grande solitude accompagnant une très très grande liberté de construction. Et cette solitude demande du relationnel. Ce qui fait que tout le monde est très jaloux de son individuation, mais en même temps, tout le monde est très soucieux du lien et de la relation. Et c'est pourquoi toute la technologie qui accompagne qui accompagne l'individuation se développe à une vitesse incroyable. On voit tout ce qu'on appelle Facebook, Twitter, etc. Ce sont des systèmes technologiques qui permettent à chaque individu dans sa solitude de construire des liens, de construire des systèmes relationnels qui ne sont pas de même nature que les anciens liens qui existaient dans les communautés. Donc, ils sont solitaires. Mais ce sont des solitudes qui font craindre l'isolement. Parce que ce qu'il y a de terrible dans une solitude ou dans un isolement, c'est quand elle ne permet pas de construire une véritable solitude. Et aujourd'hui, les systèmes technologiques permettent de construire des solitudes sans pour autant sombrer dans un isolement. Et ça, c'est important. Donc, je pense que la technologie aujourd'hui est une technologie relationnelle pour les individus. Non pas relationnelle pour les peuples, mais relationnelle pour les individus. On ne peut pas comprendre un phénomène contemporain si on ne comprend pas qu'on a toujours une association, en tout cas un mélange de pulsions individuelles, en tout cas de dynamiques individuelles. Même l'embellie arabe qui s'est produite, tous les mouvements populaires, même aux Antilles, ce sont toujours des agglutinations, des sédimentations de pulsions individuelles, et c'est très 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 difficile à déchiffrer. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est la construction de lieux. Et nous sortons de la construction des territoires. D'où viennent les territoires? Quand on réfléchit bien, une communauté archaïque, une communauté première, quand une communauté de sapiens décidait de s'établir quelque part, cette communauté se racontait des histoires. La première histoire que cette communauté se racontait, c'est une création du monde, donc une genèse. La seconde histoire, c'était un mythe fondateur qui découlait directement de la genèse, c'est-à-dire de l'explication du monde. Et de ce mythe fondateur, la communauté commençait à se raconter toute une série de récits épiques qui racontaient un peu la fondation de la communauté et qui légitimaient la communauté de sapiens sur un territoire donné. Ce qui fait que la possession d'un espace territorial, qui par la suite allait devenir une nation ou un État-nation, la possession de cet espace territorial était légitimée par une sorte de filiation ou de généalogie qui remontait à la création du monde. Et ça créait des absolus. C'est pourquoi dans l'histoire de Sapiens, les communautés ont passé leur temps à se battre puisqu'on confrontait des absolus. Mon Dieu contre ton Dieu, ma peau contre ta peau, etc. Ma musique contre ta musique. On était toujours dans des mouvements un peu absolutistes. Quand les colonialistes ont commencé à se projeter sur le monde, ils ont imposé leur langue, etc. Même on voit le discours qu'on a en France, par exemple. Combien de fois on a entendu que la langue française avait une vocation universelle ou que la culture française avait une vocation universelle. Considérer que sa culture ou que sa langue ou que son Dieu puisse être valable pour tous, ça vient d'un absolu, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux à produire. Donc, d'une certaine manière, le système ancien, archaïque, produisait des identités exclusives de l'autre. Et les identités exclusives de l'autre va donner un territoire, et le territoire va donner ce qu'on connaît, les frontières, l'hymne national, l'histoire nationale, et puis les guerres entre nations. Mais ce qui se passe aujourd'hui, depuis que Christophe Colomb a achevé la mondialisation, aujourd'hui, avec le système de globalisation économique mené par le capitalisme, nous avons une mise en relation des peuples, nous avons des migrations qui sont liées à la pauvreté, à la misère, à des désirs d'imaginaire. En tout cas, nous sommes dans des situations où on n'a plus sur les espaces nationaux
des monolithes culturels. Avant, c'était facile, c'était mon Dieu, ma peau, mes ancêtres, etc. Aujourd'hui, ce sont mes dieux. Dans un espace national, on le voit bien, le débat qu'il y a en France, les dieux se rencontrent, les langues se rencontrent, les phénotypes se rencontrent. Enfin, bon, on est vraiment dans ce qu'on appelle des dynamiques multitransculturelles. Multitransculturelles, le plus important, c'est le trans. C'est pas du multiculturalisme, c'est-à-dire une juxtaposition un peu étanche de plusieurs cultures. On est vraiment dans des dynamiques d'emmêlement, de rupture, de synthèse, enfin bon, des dynamiques très compliquées. Donc, nous sommes en train de construire des lieux, et le lieu est multitransculturel. Pourquoi Glissant a pensé à cette idée? Simplement parce qu'il a vu la situation antillaise. Moi qui suis martiniquais et qui suis de peau noire, si on regarde simplement ma peau, on dit bon, mais c'est un Africain, puisque avant c'était ça, on avait la peau noire, on venait d'Afrique, et puis c'était simple. On écrivait en français, et puis on était français, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je peux avoir une peau noire et être beaucoup plus proche de gens qui ont la même structure d'imaginaire que moi et qui sont blancs. Je suis plus proche de Garcia Marquez, qui est un créole américain comme moi, ou d'Aleco Carpentier, que d'un écrivain africain. Donc ce sont les structures d'imaginaire, et je suis plus proche de n'importe quel hispanophone ou anglophone de la Caraïbe que d'un écrivain français. J'écris en français, mais je n'ai pas le sentiment que ma littérature soit de la littérature française, même si elle a des relations évidentes avec la littérature française. Et je suis de peau noire, mais ma littérature n'est pas une littérature africaine, même si elle a des solidarités évidentes avec l'Afrique. Donc cette nouvelle complexité-là est importante à comprendre, parce que ce qui va faire le dynamisme à venir et qui va déterminer, et si on reste dans le domaine du roman ou de l'art ou de l'esthétique, c'est vraiment cette aptitude à s'enrichir d'une civilisation, d'une culture, de culture, et cette capacité que l'artiste ou que l'individu aura à pouvoir mobiliser des stimulations qui lui viennent de toutes les richesses produites par les communautés d'Homo sapiens. Ce qui fait que le lieu aujourd'hui, c'est ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire des espaces où les dieux, où les langues, où les visions du monde sont entrées dans un phénomène qui est un phénomène de relation. Et ça, c'est important parce que on n'est pas simplement dans une question de métissage. L'idée du métissage, c'était deux absolus. Un blanc, l'absolu blanc et l'absolu noir, mettons. Et ces deux absolus se rencontrent et donnent un troisième terme qui serait un petit absolu gris. Enfin, un peu, là, c'est déjà plus relatif, mais enfin, ça donne du gris. Et là, l'idée du métissage, du métis, qui se dit toujours entre deux absolus, deux mondes, deux histoires, deux dieux, deux langues, etc., tout ça, ça ne marche plus. Tout ça, c'est déjà du passé. Ce qui se passe dans la relation ou dans le phénomène de créolisation, c'est que les absolus sont diffractés. On n'a plus d'absolu. Ce qui fait que dans les espaces nationaux, les enfants qui naissent aujourd'hui ne naissent pas entre deux absolus. Ils naissent déjà dans des dynamiques de diversité qui se sont rencontrées et ils doivent se construire de manière individuelle dans ces dynamiques de diversité diffractées. Donc on n'a plus de monolithe absolu, ce qui fait que la question du métissage est déjà une question un petit peu obsolète. Oui, il y a beaucoup de réponses à ça. La première, c'est que j'ai dit que c'était toujours une trajectoire individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis né en Martinique qu'il faille que j'écrive nécessairement en créole. Je peux tout à fait concevoir aujourd'hui que ma trajectoire n'est pas celle de Confiant. Confiant a une trajectoire qui lui a permis d'écrire en créole. Moi, ma trajectoire, qui est une trajectoire individuelle, confrontée à une énigme qui est l'énigme de la totalité monde, m'a permis de construire mon propre langage, en tout cas d'essayer d'articuler un langage particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme nous sommes vraiment dans des expériences individuelles, c'est l'expérience individuelle qui va déterminer le rapport à telle ou telle langue. Est-ce qu'il y aura du créole ou pas du créole? On peut avoir des écrivains qui vont naître en Martinique, qui vont utiliser le créole directement, mais on peut tout à fait concevoir de très grands écrivains qui n'utilisent pas le créole et qui rentrent dans des problématiques différentes. La question de la relation nous permet de comprendre, enfin, il faut nous habituer à l'idée que désormais, on peut choisir sa terre natale. La terre natale n'est pas nécessairement l'endroit où on est né. On peut décider, on peut avoir beaucoup de Martiniquais qui se sentent bien au Japon. La terre natale, c'est l'endroit où on se réalise en tant qu'individu et on arrive à une expérience de plénitude ou de satisfaction. Ça peut être temporaire, mais la terre natale n'est pas une fatalité géographique. On peut choisir sa langue.
on voit de plus en plus des écrivains qui se déplacent dans ces langues. Ils ont une langue de départ et puis ils écrivent dans telle langue et puis après ils passent, les exemples sont nombreux. Donc cette nouvelle complexité-là fait qu'aujourd'hui, on est obligé, par exemple, si on fallait construire une anthologie littéraire, on ne peut plus... Une anthologie des écrivains de littérature française, ça n'a pas de sens, parce que même dans un espace français, on peut avoir des imaginaires tellement différents qu'on se mettrait à mélanger des torchons et des serviettes. Ce qui fait que les anthologies littéraires, pour trouver les familles d'écrivains, trouver mes frères, mes sœurs dans la production littéraire, ce n'est pas la situation géographique qui va le donner, ni la question de rapport à une langue, c'est vraiment des structures d'imaginaire qu'il faut chercher. Ce qui fait que ma trajectoire personnelle ne m'a pas permis, fait que bon, je n'ai pas utilisé directement le créole. En revanche, la problématique était quoi? La problématique était de dire, lorsque j'ai commencé à écrire, c'est que je suis un écrivain créole et mon espace linguistique est établi entre langue créole et langue française. Donc, et la langue créole m'ouvrait à tout un monde qui était le monde de l'oralité. Donc j'avais l'espace, l'imaginaire créole et tout le monde de l'oralité. Puis avec la langue française, j'avais l'accès à la littérature du monde et la littérature écrite. Ce qui fait un écrivain, et qui fait un artiste, c'est que sur cette base, si on reste dans la littérature, sur la gamme linguistique qui m'était donnée, il fallait que je décide de ma parole, c'est-à-dire que je construise un langage singulier. Et ce langage singulier, c'est fait avec ce qui m'était donné en matière de langue, c'est-à-dire une langue créole articulée sur l'oralité, et puis une langue française qui m'a été donnée par l'école, articulée sur l'écrit. Et à partir de là, j'ai construit mon langage. Et c'est ça qui est important. On demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours une expérience à partir d'une situation linguistique ou sociologique ou religieuse. C'est toujours une expérience qui est exprimée. Dans les systèmes communautaires, la langue était imposée comme un peu la colonne vertébrale de l'identité de la personne. La communauté imposait la langue, et si tu n'écris pas dans cette langue ou si tu ne fonctionnes pas avec cette langue, tu n'existes pas. C'est-à-dire, on a le sentiment que si je change de langue, c'est plus à quel écrivain cubain on posait la question, il écrivait en espagnol et puis il a été exilé, je ne sais pas où, aux États-Unis, il s'est mis à écrire en anglais. C'est Cabral Infante. J'étais avec lui dans un débat. Et la dame lui demande, est-ce que vous êtes encore cubain? Le fait qu'il ait changé de langue, pour elle, il avait perdu son identité. Il n'écrit plus en espagnol, donc on ne sait plus ce qu'il est devenu. Ça, c'est de la bêtise, parce que la langue n'est plus déterminante. Tous les marqueurs identitaires anciens, le lieu de naissance, la langue, le dieu, le phénotype, couleur de peau, etc., ne sont plus des facteurs déterminants. Ce qui nous permet aujourd'hui de trouver les frères et les fraternités ou les dynamiques collectives, ce sont les structures d'imaginaire, c'est-à-dire le rapport que l'on a à la totalité du monde et le rapport que l'on a aux nouvelles dynamiques de la diversité dans le monde. Et c'est ça qu'il faut... Ça, c'est très difficile à comprendre, mais il suffit d'observer autour de soi, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans les schémas anciens. Il n'y a plus de centre. C'est-à-dire que quelqu'un ou un pays ou une civilisation qui se penserait encore au centre du monde, comme l'Europe ou les États-Unis qui se croient au centre du monde, ça c'est une illusion. Je pense que quelque chose de déterminant peut se produire dans un petit village du fond de l'Australie, chez je ne sais quels aborigènes, etc. Quelque chose esthétiquement déterminant ou musicalement déterminant peut se produire n'importe où dans le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Pourquoi? Parce que les stimulations, la poétique qui est essentielle, qui est la poétique du rapport au monde, atteint tout le monde dans tous les coins. Même dans la forêt amazonienne, il y a des stimulations qui viennent du monde et qui touchent ceux qui semblent un petit peu isolés. Il n'y a plus personne qui ne soit pas relié au reste du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une politique culturelle est une politique d'introduction à l'imaginaire de la diversité. Une grande politique culturelle, c'est permettre aux individus de se nourrir au maximum de stimulations qui ne viennent pas d'un espace national, mais de la diversité du monde. Ceci étant, si on est soucieux de la diversité du monde, ça veut dire qu'on protège quand même ce dont on est gardien, c'est-à-dire la langue du lieu où on se trouve, la culture, le patrimoine, ce qui fait que tous les patrimoines et toutes les langues particulières doivent être protégées. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement protégées par ceux qui sont nés là-dedans. C'est-à-dire que l'idéal pour sauver une langue, si on prend le cas de la langue créole,
Si c'est seulement les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais qui défendent la langue créole, elle est foutue. Il faut que ça soit, ça peut être un Japonais ou je sais pas, un Chinois ou un fils de La Rochelle qui se prend de passion pour la langue et qui la défend et qui l'exprime et qui etc. Tandis qu'un Martiniquais ira défendre je sais pas quelle petite langue qui est en danger quelque part. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que le système relationnel fait que nous avons le sentiment que le divers est une richesse, que la globalisation risque de et commence à créer des zones d'uniformisation et de standardisation. Donc il nous faut préserver le divers, et la préservation du divers passe par la mobilisation de tous autour de la préservation de la diversité. C'est pourquoi nous avons proposé le mot de diversalité plutôt que celui d'universalité. L'idée d'universalité, c'était d'essayer d'extraire une espèce d'unité de la diversité. Alors que notre problème aujourd'hui, c'est comment vivre de la diversité et comment faire en sorte que la diversité soit une exaltation de l'unité et que l'unité qui est nécessaire ne soit que le témoignage, en tout cas, qu'une glorification de la diversité préservée. C'est cette problématique-là qui est au cœur, à mon avis, des politiques culturelles et des esthétiques et des productions culturelles et au cœur de la musique, de la peinture, du théâtre, de tout ce qu'on peut imaginer comme expression culturelle. Écrire un roman, c'est un mûrissement qui se fait à partir d'une problématique constante. Je crois que c'est ça qui... je me pose une question globale qui est d'abord moi-même, le mystère de moi-même avec tous mes problèmes et mes insuffisances et les questionnements qui me concernent, et puis cette nécessité de mieux vivre ou de bien vivre dans une modalité mondiale qui est en train de changer, avec des modalités identitaires, sociétales, qui sont assez curieuses, en tout cas assez innovantes, en tout cas assez nouvelles. À partir de là, de cette problématique d'ensemble avec laquelle je pense au quotidien, il y a ce que j'appelle des mûrissements. Il y a des moments où, comme ça, une question me vient. Et chaque fois que je me mets à écrire un roman, c'est que je veux répondre à une question. Chaque fois que j'ai écrit quelque chose, ça correspond à la clarification en moi-même de certain nombre de préoccupations et à la clarification d'un questionnement qui est en rapport avec l'énigme, ce que j'appelle la pierre-monde, c'est-à-dire l'indéchiffrable du chaos monde aujourd'hui. Donc, pourquoi il y a peut-être la construction d'une expression organique, plutôt que de la fabrication de romans en fonction, tiens, je vais faire un petit roman ou sur telle histoire. Non, ça, c'est pas. C'est vraiment des mûrissements qui sont intégrés à une préoccupation globale. Et quand je commence à écrire, à exprimer ce qui a mûri dans mon esprit, une problématique quelconque, ça peut prendre 3 ou 4 ans. Mais pendant 3 ou 4 ans, parfois 5 ans. Biblique des derniers gestes, c'était 5 ans. Solibo, c'était 3 ans. Chronique, c'était 4 ans. Mais ça peut aller très vite. L'esclave vieil-homme et le molosse, c'était 15 jours. Vous voyez, ça dépend des mûrissements, de la fulgurance. Mais ça répond toujours à une préoccupation qui est une préoccupation globale. L'autre élément, c'est que une œuvre n'est intéressante qu'elle si elle répond à des choses intérieures. C'est-à-dire que j'écris d'abord pour moi-même, pour clarifier des choses en moi-même. C'est pourquoi il y a toujours dans la production d'une œuvre une très très grande sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, c'est-à-dire s'il n'y a pas, je dirais, une pertinence intérieure, l'œuvre reste quelque chose de formel et n'a pas grand intérêt. Donc il y a toujours cette nécessité que l'œuvre soit un outil de connaissance de soi, pour soi, et de construction de soi. Galen, c'est le grand poète de la diversité. C'est vraiment incroyable, quoi. Mais tout de suite, il a senti il a écrit, je crois, le divers adéquat. Voilà le grand danger. Et c'est quelqu'un qui a compris que la richesse des imaginaires du monde passait par la préservation de la diversité. Donc, il est allé vers la diversité de manière très ouverte. Et il a pu se nourrir de cette diversité et se battre pour la défendre. Alors que l'outil, c'est une autre logique. L'outil, c'est le rapport d'un absolu ou comment on peut appeler ça, d'une centralité intérieure qui est confrontée à une sorte d'exotisme. Donc il y a le goût de l'étrangeté
on va collectionner des choses qui viennent du monde, un peu comme font tous les colonialistes ou les coloniaux, hein, ceux qui vivaient. Quand vous allez chez un colonial, vous verrez qu'il y a toute espèce d'objets qui viennent du monde, qui les touchent, qui les frappent, mais ils sont dans une logique qui les transforme, parce que lorsqu'on rencontre la diversité du monde, on est transformé, mais il y a cette raideur, c'est-à-dire on reste soi-même, et puis on est fasciné par ce qui reste des choses exotiques. Hein, ce goût pour l'exotisme qu'on a connu chez les grands voyageurs, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement la rencontre avec le divers. C'est-à-dire que Loti a raté un peu sa rencontre avec le monde, alors que Galen l'a réussi. Il en a fait la base d'une sensibilité qui nous est très très précieuse aujourd'hui. Ségalen devrait être lu dans toutes les écoles. En tout cas, il faudrait lui rendre hommage pratiquement tous les jours.